Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très, très heureux d'être ici, même si c'est toujours une aventure de prendre le train même de Bordeaux à Paris. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des inondations ou des arbres qui tombent sur la voie. Mais bon, je suis arrivé sain et sauf, c'est déjà une bonne chose. Alors, avant de savoir exactement quel chemin j'allais suivre pour vous parler de Michel Serres, une, un titre s'est imposé à moi, enfin, une expression s'est imposée à moi, en plein milieu de la nuit, ce qui, voilà, les insomnies, ça peut servir quelquefois à avoir des idées. Et ce titre, c'était Genèse d'une pensée, jeunesse d'une pensée. Alors j'ai demandé à mon amie et éditrice Sophie Boncas ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit que c'était pas mal, donc je garde ce titre parce qu'effectivement, ce que j'ai l'intention de faire avec vous, devant vous, c'est une présentation la plus claire possible, la plus simple possible, d'une pensée qui est une pensée complexe, difficile, souvent déformée par des gens qui ne partagent pas ces idées. Donc c'est vraiment une introduction. Hein, il n'y aura pas d'érudition compliquée. Je ne suis pas, moi, comme Michel Serres l'était, un scientifique. Je dois dire que l'émerveillement devant les équations mathématiques, non, ce n'était pas mon truc. J'ai jamais rien compris. Et même en lisant après des livres d'épistémologie, j'ai soigneusement évité les choses trop compliquées. Bon, alors, si vous voulez, au point de départ, je voudrais tout de suite écarter ce que l'on croit savoir de Michel Serres, qui se résume souvent à un certain nombre de clichés entendus ici ou là, lus ici ou là. Et vous savez, comme l'époque dans laquelle nous vivons aime coller des étiquettes, et une fois qu'elle a collé une étiquette sur une pensée ou sur un auteur, c'est la croix et la bannière pour décoller l'étiquette, parce que voilà, chaque fois qu'on parle de Michel Serres, on dit un certain nombre de choses, optimiste, invétéré, ou bien, enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a été, Michel Serres? Beaucoup de choses. On sait qu'il a été un spécialiste de l'histoire des sciences et de l'épistémologie. Et il le fut, c'est vrai, parce que c'est la place aussi où l'institution universitaire l'a situé. Alors que le fond de son ambition, c'est d'être un philosophe. Michel Serres, personnage médiatique. Oui, ça, on ne peut pas le nier. Il fut un invité régulier des chaînes de télévision, de France Culture, de quelques autres médias étrangers. Le nombre d'interviews est incalculable. Il tint sur France Info, peut-être vous vous souvenez de ça, une chronique régulière le dimanche soir avec Polacco. Même si sa liberté de ton lui valut quelques inimitiés qui s'attachèrent à réduire comme peau de chagrin la durée de son émission, il eut une audience assez vaste pour susciter des jalousies. Michel Serres, l'auteur de Petites Poussettes. Pour beaucoup, son œuvre se réduit à ce petit texte dont il est de bon ton de se gausser. Une bluette, dit récemment un professeur de sociologie de sciences politiques. Un tissu d'absurdité, disent beaucoup, qui n'y voient que l'éloge inconsidéré du téléphone portable et qui le font, et qui le disent et qui le répètent en oubliant d'éteindre leur propre téléphone. Il est vrai qu'un ouvrage qui se vend à plus de 300 000 exemplaires a de quoi faire pâlir de jalousie les universitaires qui s'estiment heureux quand ils ont écoulé 200 ou 300 exemplaires de leur opus. Bon, nous reviendrons peut-être là-dessus. Mais je rappelle que Michel Serres a une œuvre considérable, presque 80, au moins 80 textes, je crois, hein, depuis les Hermès jusqu'à relire le Relier. Et donc une œuvre qui est une œuvre considérable, qui ne se résume pas évidemment à un petit texte qui a beaucoup d'intérêt, mais qui n'est pas, je dirais, central dans l'œuvre de Michel Serres, loin
loin de là. Alors, s'il me fallait, moi, personnellement, dire ce que je pense de Michel Serres, que j'ai eu l'honneur d'avoir comme prof d'épistémologie à l'école normale. Bon, je veux dire que ça m'a impressionné beaucoup, mais il parlait de tas de choses que je ne connaissais pas, donc je n'avais pas vraiment beaucoup l'occasion de discuter, mais quand même, j'avais repéré un certain nombre de thèmes qui me paraissaient tout à fait passionnants. Voilà, donc je le connaissais, je l'avais comme prof, et je l'ai eu comme ami les 20 dernières années de sa vie, et ça a été une vraie rencontre, pas seulement une rencontre philosophique, mais une rencontre humaine qui compte énormément pour moi. Alors, si je voulais vraiment définir le rapport que j'ai, moi, personnellement, avec Michel Serres, je dirais pas qu'il était un maître. Je dirais pas qu'il était un maître penseur, parce qu'il aurait détesté cette formule pour plusieurs raisons. Je dirais, j'essaierai de le montrer, j'espère que vous le sentirez au cours de mon topo, qu'il était un maître passeur, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la transmission était essentielle et pour qui l'enseignement a joué un rôle essentiel dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas aimé être appelé maître penseur ? Parce qu'il n'a jamais voulu entrer dans cette image d'Épinal où se complaisent tant de philosophes, entre guillemets, qui sont, c'est très, très honorable, professeur de philosophie. Moi, je l'ai été pendant des années et des années. Je ne me suis pas pris pour autant pour un philosophe. Prof de philo, c'est déjà un beau métier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un philosophe si ce n'est quelqu'un qui apporte quelque chose de véritablement nouveau à la pensée, quelqu'un qui anticipe, qui fait avancer la réflexion, alors que, par définition, le professeur de philosophie, il est réduit, il est condamné, si j'ose dire, à suivre les impératifs des programmes, voilà, c'est-à-dire à répéter beaucoup de choses qui ont été dites avant lui. Mais, pour se consoler de ce rôle de répétiteur, le prof de philo a une réponse toute faite, a une image toute faite, une idéologie toute faite, c'est la relation de Socrate avec ses disciples. Alors voilà, donc les profs de philo sont des petits Socrates. Mais Michel Serres a toujours refusé ce genre de posture, de position. Il n'a jamais voulu avoir des élèves. Il a voulu inciter les gens à aller leur voie pour porter plus loin les intuitions qui étaient les siennes ou les intuitions qui sont les leurs. Donc, il est quelqu'un qui encourage non pas à la répétition, mais à la création. Et ça, c'est, je crois, très, très important. Pas plus qu'il a voulu être un petit Socrate au pied levé, pas plus il n'a voulu entrer dans ces écoles philosophiques dont les guerres picrocolines stérilisent la pensée. Phénoménologie, existentialisme, structuralisme, philosophie analytique, marxisme, tout ça lui est étranger. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne les connaisse pas, mais il est passé au travers. Ces guerres picrocolines se traduisent par des guerres de position à l'intérieur de l'institution universitaire, ce qui sous-tend bagarre pour des postes, règne des mandarins, pillage des travaux exécutés par de jeunes chercheurs, censure impitoyable pour ceux qui n'entrent pas dans le moule, stratégie visant à occuper des postes dans des revues, des maisons d'édition, etc., etc. Voilà, alors Michel Serres a très vite, pour des raisons sur lesquelles je viendrai rapidement, il a très vite détesté cette ambiance-là. Je pense que de même... d'abord parce que il est profondément, et ça je crois qu'il faut que vous gardiez ça présent à l'esprit, un pacifiste invétéré. Sa haine de la guerre est totale.
comme sa détestation des débats, qui représente pour lui une perte de temps et d'énergie que ne compense jamais l'avancée d'une pensée véritable. Sur ce thème-là, il est proche de Gilles Deleuze, qui lui aussi refusait la plupart du temps de participer à ces colloques, à ces... Voilà, où les gens viennent briller pour leur propre petite affaire à eux et allonger la liste des colloques auxquels ils ont participé. Ce que je dis est un peu exagéré, mais à peine. Alors, très très tôt, bien entendu, il a eu cette conviction de ce qu'il a appelé la thanatocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort. Voilà. Vivons l'histoire qui est la nôtre, les pensées qui sont les nôtres, sont des pensées qui ne vivent que par la mort, que par la guerre, que par la mort. C'est pas un hasard si, effectivement, il s'est aussi intéressé à Corneille. Mais voilà. Donc, philosophe, en revanche, Michel Serres l'est indiscutablement, c'est même l'axe fondamental de son travail et de sa vie. Mais philosophe d'une espèce assez peu courante, il faut bien l'avouer, ce qui lui a valu des haines solides, parce qu'il a justement voulu arracher la philosophie à la prison universitaire, qui la condamne à ressasser les toujours mêmes vieilles lunes, les sempiternelles querelles qui lui interdisent de regarder le monde qui commence une fois franchi les murs qui l'entourent. Alors sur un thème tout particulièrement, la jeune femme qui a introduit l'a fait justement remarquer, l'opposition entre la philosophie, les études philosophie, la philosophie et la littérature, c'est une des convictions les plus profondes qui traverse la communauté philosophique. Enfin, si vous écrivez, si vous prétendez philosophe et que vous écrivez des romans, il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous. J'avais un collègue fort estimable qui avait trouvé facile la réponse à la question. Il disait « Toi, tu as un esprit littéraire ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que j'écrivais des romans. Bon, mais c'était aussi un prof de philo, donc voilà. Notre Michel Serres, lui, a su non seulement bouleverser, renverser ces barrières artificielles, mais reconnaître à la littérature, à des œuvres littéraires, une puissance de vision qui était tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vais pas évidemment m'étendre là-dessus, mais enfin, sa lecture de Jules Verne, sa lecture d'Émile Zola et d'autres encore sont tout à fait surprenantes, mais prennent à rebrousse-poil les mœurs habituelles des sections de philosophie. Bon. Donc, voilà, je pense que ce qui caractérise Michel Serres, c'est d'être un penseur hors les murs. Philosophe toujours tendu vers l'anticipation, soucieux de donner les moyens de penser le monde tel qu'il est et tel qu'il vient. Il dit qu'on n'est pas philosophe si on n'anticipe pas. Et anticiper, ça veut dire effectivement ne pas se laisser enfermer dans des oppositions conceptuelles, des vieilles lunes philosophiques, des oppositions binaires qui donnent peut-être des bons sujets de dissertation pour le bac, mais qui ne font pas avancer véritablement la pensée. Et donc tout ça s'explique, enfin, cette première approche s'explique par le parcours qui fut le sien et que je vais rappeler rapidement parce qu'ils sont importants. Voilà, donc il est né à Agen en 1930, dans un milieu qui était un milieu modeste. Son père était dragueur sur la Garonne. Et il était aussi paysan, je crois qu'il y avait aussi un peu de culture.
Et dès que les enfants, les garçons, ont été en mesure de le faire, le père leur a demandé, leur a imposé de venir les aider. Et très souvent, Michel, avant de partir au collège ou au lycée, avant de partir, bossait et il a continué à aider son père pendant longtemps. Donc, voilà quelqu'un pour qui le travail manuel, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Il sait ce que c'est. Il connaît l'épuisant travail qui brise les reins, hein, qui met des cales aux mains. Et quand il arrivera plus tard à Ulm, effectivement, il arrivera, si j'ose dire, comme des cheveux sur la soupe. Parce que des fils d'ouvriers à l'école normale supérieure, on n'en voit pas beaucoup. Même on n'en voyait pas du tout. Il a eu une enfance, 1930, qui est une enfance de guerre. Il le rappelle souvent. La guerre d'Espagne, avec les réfugiés, les gens d'Agen, ils sont sur un des chemins, une des voies que les réfugiés empruntent. Ils en ont, je crois, si mes souvenirs sont exacts, accueillis chez eux. La guerre, naturellement, avec son cortège de conflits et d'incompréhension. Comment tout d'un coup des gens qui étaient ses amis peuvent s'entretuer, etc., etc. Et puis cet événement qui est un événement pour lui majeur et qui est 1945, c'est-à-dire Hiroshima. Voilà. À partir d'Hiroshima, les choses changent complètement, puisque pour la première fois, c'est l'humanité en tant que telle qui est en danger de mort. Ce n'est pas telle ou telle fraction contre une autre fraction, c'est la totalité du monde et la totalité des espèces vivantes. Donc il y a là, dès qu'il a l'occasion de le redire, il le dit. Bon. Alors, il a fait des études secondaires à Agen, interne. Je crois que ça n'a pas été facile, parce que c'est jamais facile d'être interne. Des classes préparatoires, il les a faites à Bordeaux. Et en classe préparatoire scientifique, Taupe et Hippotope, pardon, où il a présenté le concours de l'école navale. Alors, ça paraît un peu surprenant. Pourquoi ? Lui, il a une réponse toute simple. Il disait, bon, voilà, Garonne, je connais bien, mais je voudrais bien savoir ce qu'il y a au-delà. Et bon, puisque mon père n'a jamais connu que la Garonne, moi, je voudrais aller un petit peu plus loin. Sauf qu'il n'avait pas très bien réalisé que l'école navale, c'était aussi un instrument de guerre. Donc il y est resté très peu de temps, je ne me souviens plus, quelques mois, 3 mois, dit Sophie. Donc le revoilà un peu dans la nature, je crois pour la grande déception de ses parents, puisque c'était un beau parcours qui s'annonçait là. Donc il y a eu une période qui est une période sans doute difficile pour lui, mais voilà, on lui a dit, au fond, tu es bon en philo, pourquoi est-ce que des copains lui disent, pourquoi est-ce que tu n'irais pas en Hippocagne et en Cagne, parce que tu as encore le temps, tu es encore assez jeune. Donc le voilà, effectivement, pour préparer le concours de l'école de la rue d'Ulm, voilà, il entre à l'ENS, il est reçu premier, je crois, ou second, enfin je ne sais pas, très bien reçu, quoi. Et il choisit de s'orienter vers la philosophie. Il a déjà effectivement une licence de mathématiques, une licence de philosophie et je crois aussi une licence de lettres. Mais là, à l'école, nouvelle déception. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Nouvelle déception de découvrir l'étroitesse des études philosophiques. Le clivage qu'il juge dramatique, j'ai fait allusion tout à l'heure, entre les sciences et les lettres. L'ignorance complète que les philosophes ont de ce qui se passe dans les sciences contemporaines. C'est l'époque, vous vous souvenez peut-être, du danovisme
Zhdanov, c'était le bras culturel de Staline, et l'opposition classe contre classe, et l'opposition sciences prolétariennes, sciences bourgeoises. Et il faut dire que les gens de l'école normale à l'époque en restaient encore à ce schéma, et que Michel Serres ne supportait absolument pas ça absolument. Et donc le voilà donc avec une double formation de mathématicien et de philosophie. Il a passé l'agrégation de philo. Il est reçu deuxième grâce à la délicatesse du président du jury qui lui a dit « Vous méritez d'être premier, mais avec l'accent qui est le vôtre. » Bon. Voilà. Donc, il passe l'agrégation de philo, il est reçu, il va faire son service militaire au moment de la guerre des 6 jours, je crois que c'est ça. Hein. Et puis, au retour, il est nommé assistant à la faculté de Clermont-Ferrand. Et il commence assez vite à préparer une thèse sur Leibniz. Alors, c'est une période qui est une période difficile pour lui, parce que quand il arrive à Clermont-Ferrand, je pense qu'il est plein de naïveté, dans une certaine mesure. Il pense que là, il va trouver des gens avec qui il va pouvoir discuter, ils vont pouvoir discuter, échanger, partager un certain nombre de choses. Et la réalité est tout autre. C'est qu'effectivement, on prend beaucoup de ses idées, mais on ne lui accorde pas la reconnaissance qu'il mérite. Et ça a été une période difficile. Il va passer sa thèse sur Leibniz. Là aussi, ça ne va pas être une chose facile. Donc Leibniz, pourquoi Leibniz ? Parce que c'est le philosophe qui est le père du calcul infinitésimal, qui est sans doute aussi un précurseur de la théorie des ensembles. C'est un philosophe aussi mathématicien. Voilà. Et Michel Serres voit en lui un penseur très en avance sur son temps, avec d'autres thématiques qui lui sont chères aussi, sur une certaine conception de l'Europe, enfin sur une ouverture au monde dans lequel il vit qui est tout à fait riche. Là aussi, ça va être un peu difficile pour lui, parce que il y a une petite querelle avec son patron et avec Suzanne Bachelard qui joue un rôle important à la section de philo de la Sorbonne. Voilà, donc la section philosophique de la Sorbonne ne le reçoit pas parmi elles et l'envoie à la section d'histoire comme historien des sciences. Ça a été, et on le comprend, une humiliation dont il a peiné à se débarrasser. Parce que, voilà, aussi intéressant et important et exigeant que soit l'histoire des sciences et l'épistémologie, et Dieu sait qu'il a travaillé ça avec énormément de vigueur, c'était l'idée d'être excommunié dans une certaine mesure, en fait, mis au sens propre du terme, hors de la communauté des enseignants de philo. Voilà. Et quelques années plus tard, alors je ne me souviens plus exactement de la date, je pense que c'est dans les années 76, fin des années 70, début des années 80, il ira enseigner aux États-Unis où l'accueille René Girard. Voilà, et pendant longtemps, il sera professeur invité à Stanford. Sur cette amitié entre René Girard et Michel Serres, je vous conseille de regarder sur l'excellent site de la Fondation Michel Serres le documentaire où le nom va m'échapper maintenant, l'homme de lecture pour tous, comment ça s'appelait ? Hein ? Bernard Pivot, voilà, merci. Donc Bernard Pivot va faire le voyage à Stanford et il interviewe Girard et Michel Serres, et c'est extrêmement intéressant. Et on est heureux de la joie que Michel ressent là-bas,
du contact extraordinaire qu'il a avec les étudiants. C'est pas une chose qui est très fréquente en France. C'est un très beau documentaire. Voilà. Alors je ne vais évidemment pas suivre la bibliographie de Michel Serres. Elle est abondante. Elle contient des livres d'accès difficile, d'autres qui ont été des succès d'édition considérables. Il enseigne partout dans le monde. Il est élu à l'Académie française, mais il refuse de porter l'épée. Et il est sur France Info, je l'ai dit, pendant des années, le chroniqueur philosophique du dimanche soir, et il meurt en juin de 2012. Voilà. Donc ce que je voulais retenir, qui évoque le titre, enfin la réflexion que je faisais sur le maître penseur, Michel Serres, disais-je, est un philosophe hors les murs. Il a proclamé qu'on n'était pas philosophe s'il n'en avait pas fait le tour de tous les savoirs et le tour du monde. Donc il y a une volonté encyclopédique chez lui, et le tour du monde, il l'a effectué plutôt 2 fois qu'une. Voilà, c'était un voyageur impénitent. Alors il y a le savoir encyclopédique d'une part. Il y a l'expérience première des campagnes gasconnes, de la navigation sur la Garonne et sur toutes les mers du monde. L'expérience de la montagne. Tout cela se retrouve dans son œuvre, nourrit son expérience, marque son corps comme son esprit. Et ça, c'est une des thématiques aussi, qui est des thématiques les plus intéressantes. J'aime à penser qu'il est, à notre époque, le seul philosophe vraiment universitaire. Pardon, c'est pas universitaire, c'est universaliste, je vous l'ai dit. Non pas d'un universalisme abstrait, mais d'un universalisme réellement concret. Quand il parle des arbres, c'est pas l'arbre qu'il aperçoit par la fenêtre de son bureau, n'est-ce pas? Quand il parle d'un pays, il y a été. Quand il parle d'une montagne, il l'a gravie. Quand il parle d'une mer, il a navigué dessus. Et il a rencontré les gens qui ont été des intermédiaires pour lui, eux aussi des passeurs, dans ces différents exercices. Il mérite vraiment d'être appelé, bon c'est un peu facile, mais ça a été déjà dit et je le reprends, il mérite vraiment d'être appelé comme le fidèle valet de Phileas Fogg dans le Tour du monde en 80 jours, passe-partout. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, ce qu'il cherche, ce sont les clés qui lui permettront de connaître le monde dans lequel il vit dans sa totalité, qui ne se borne pas au petit canton où ses collègues se cantonnent généralement, mais qu'a l'univers et son devenir comme champ d'exploration. Il y a cette idée qui va prendre beaucoup d'importance pour lui du grand récit, c'est-à-dire une façon d'inscrire l'histoire de l'humanité dans l'histoire de l'univers. Alors je crois que c'est à l'Académie où on lui demande de faire un topo devant les scientifiques et dit moi j'ai tout appris de vous et vous m'avez appris cette chose extraordinaire, c'est que chacune de vos disciplines, chacune de vos sciences est capable de dater son objet. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, effectivement, que la portion qui est réservée à l'humanité est une toute petite portion dans l'immensité de ce devenir. Et pourtant, toutes ces étapes consonnent les unes avec les autres pour effectivement arriver à quelque chose qui sera peut-être une synthèse terminale. Donc l'intuition première de Serres, et que l'on retrouve dès ses premiers ouvrages, placé sous le personnage d'Hermès. Bon, alors, vous savez, Hermès, c'était le messager des dieux. C'est lui qui passait les petits SMS aux uns et aux autres. C'est le dieu des routes et des carrefours. C'est le dieu des voleurs aussi, et des pharmaciens. Bon, ça, j'espère qu'il n'y a pas de pharmaciens dans l'assistance. Voilà. Ce qui est à l'origine de la pensée de Michel Serres,
c'est la division entre les sciences dures et les sciences humaines, leur méconnaissance réciproque, et ça lui paraît une limite insupportable. Il faut trouver un passage. C'est pour ça que maître passeur, vous voyez, ça vient aussi, ça débouche aussi sur ça. Un passage par où elles puissent se rencontrer. Il travaillera toute sa vie à permettre ce passage. Le 5e tome des Hermès est intitulé Le passage du Nord-Ouest, celui qui fait passer du Pacifique à l'Atlantique par les parages du Grand Nord canadien, qui dessine, dit-il, des tracés entre lieux réputés sans lien, la rigueur et l'imaginaire, le mythe et l'exactitude, le savoir établi et le savoir sauvage. Et cela va, évidemment, ça ne va pas sans déclencher une véritable bronca chez les tenants des savoirs institués, où on voit d'institutionnalisation qui ne tiennent à rien de plus qu'à leur domaine, de leur spécialité, et pas du tout, effectivement, d'aller voir et de travailler avec les gens d'une autre discipline. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est aussi un des thèmes de Michel Serres. De ce côté-là, on a avancé, quelquefois de manière chaotique, mais on a avancé quand même. Mais encore, on est loin, effectivement, de là où il voulait aller. Et devant une telle levée de bouclier, contre tous ceux qui lui reprochent de mêler littérature et philosophie, de ne pas se plier aux exigences universitaires d'exposition des sources, des livres lus, les fameuses notes en bas de page. Bon, voilà, au bout d'un certain moment, c'est fini. Bon, je dois dire que ça ne simplifie pas les choses du lecteur, parce que, où est-ce qu'il a trouvé cette idée, quel livre il a lu, est-ce que vraiment il l'a lu ou il ne l'a pas lu, etc., etc. Mais bon, et les universitaires lui reprochent, mais chaque fois, mais comme étant vraiment une sorte de crime de lèse-majesté. Encore dans Éclaircissement, qui est un livre de dialogue avec Bruno Latour, Bruno Latour revient là-dessus comme si vraiment c'était le cœur du problème. Enfin, bon, ce qui me paraît évidemment tout à fait dérisoire. De toutes ces conventions, Michel Serres s'est vite débarrassé. Serres passe au-delà à tous les sens du terme. Comme on dit dans un jeu de cartes, que l'on passe son tour, que l'on ne joue pas à ce jeu-là. Comme on dit qu'on passe sans s'arrêter, avec un brin d'indifférence ou de commisération pour tous ceux qui demeurent fixés. Et Serres, lui, a trouvé le passage, il peut donc passer, il peut donc aller. Et il le fait selon des modalités qui n'appartiennent qu'à lui. Non pas en suivant une voie toute tracée, toute droite, comme on nous l'a enseigné à l'école. Pendant des siècles, on nous a seriné que la méthode cartésienne était la méthode qu'il fallait suivre en tout cas, puisque de toute manière, nous étions nous-mêmes cartésiens. Enfin, voilà. Eh bien, non. Michel Serres dit une chose toute simple dans les méditations, c'est dans les méditations, dans le discours sur la méthode. Descartes parle de l'homme qui est perdu dans la forêt. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, la solution de Descartes, c'est qu'il faut qu'il aille tout droit. Car même s'il n'arrivait pas là où il souhaitait arriver, il arrivera quelque part. Bon. Et c'est toujours mieux que de tourner en rond. Ça, on est d'accord. Mais pas question, dit Serres. La raison marche au pas, alors que si elle va tout droit, elle se heurte au premier arbre rencontré, au premier buisson de ronces, au premier ruisseau bourbier, embourbé, etc., etc. Et elle ne sait pas saisir l'occasion d'aller voir à gauche ou à droite s'il ne se passe pas quelque chose d'intéressant. S'il n'y a pas quelque chose à voir, un autre point de vue à découvrir, quelques découvertes à faire. Descartes n'est pas un vrai marcheur. Il ignore le concret de la marche, avec ses hésitations, ses retours en arrière, ses découvertes qui surgissent à l'imprévu. Serres a un mot qu'il affectionne particulièrement, qui est le mot de randonnée, celui de randonnée. Et randonnée, ça vient d'une vieille expression, semer à randon, qui veut dire semer avec abondance, d'un geste ample et généreux, qui s'emploie aussi pour une course impétueuse. Alors, l'idée de vitesse s'est perdue au profit de celle de promenade longue et ininterrompue.
et en anglais random, c'est le hasard, la chance. Donc Serre se plaît à réunir ces deux acceptions. Ces randonnées ne suivent pas un chemin balisé. Il déteste plus que tout ce qu'on appelle les sentiers battus. Mais ces randonnées saisissent la chance d'une bifurcation pour s'en éloigner de ce sentier battu. Il y a une véritable arborescence de la marche. Une divagation, une vraie divagation. Alors, divagation, c'est errer ça et là. Et dans une perspective très cartésienne, c'est dire n'importe quoi, c'est ne pas raisonner correctement. Mais dans la divagation, il y a toute la chance ouverte de trouver quelque chose que les gens avaient ignoré, ils étaient passés à côté. Non, parce qu'ils étaient obnubilés par cette espèce de rectitude trop valorisée. Donc voilà, il y a un autre terme qui joue un rôle essentiel dans la pensée de Michel, c'est le terme de bifurcation. Alors, ça nous renvoie évidemment au carrefour d'Hermès dont je parlais tout à l'heure. Et c'est étonnant, ça fait partie de ces mots. Alors, il n'est peut-être pas le premier à l'avoir utilisé. Il est possible que ça vienne de Prigogine et Stenger, je ne sais plus très bien. Mais enfin, il l'a utilisé quand même de manière très systématique. Et à l'heure actuelle, bifurcation est entrée dans le langage courant, tout le monde bifurque, on souhaite que les gens bifurquent, etc. Jamais on ne renvoie à l'origine de cette idée, et cette origine, elle est quand même très proprement serrienne. Alors, la progression du raisonnement philosophique, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez passé le bac, quand vous étiez en terminale, de ce qu'on vous racontait, sur ce qu'il fallait faire. Un plan en 3 parties, naturellement, n'est-ce pas? Avec en plus, moi ce qu'on me disait, que je trouve ça particulièrement vicieux, le conseil ultime, c'était de rédiger la conclusion avant d'avoir commencé à développer son propos. Ça veut dire qu'on savait au départ où on devait arriver. Bon, et si tout d'un coup, alors, vous voyez, c'était quand même assez étonnant pour une discipline qui cherchait à initier à la recherche. Thèse, antithèse, synthèse, avec autant de sous-parties. Je me souviens de ce conseil, c'était vraiment trop absurde. Mais ça marchait. Ça marchait, visiblement. Je me souviens, je passais l'écrit de la grecque, j'avais à côté de moi un type, le sujet venu, il a commencé à écrire, et c'était complètement, tout était décalé. Il y avait tout de suite, premier, grand A, grand A, petit A, petit alpha, tout c'était fabuleux. Moi, je regardais ça d'une façon vraiment estomaquée, et en me disant, celui-là, il va être premier, ça c'est sûr. Et je dois dire que j'ai toujours été incapable de faire la même chose. Bon, enfin, pour employer donc à la progression, si vous voulez, comprise comme avancée, obligée dans une direction. Michel Serres préfère la digression, qui ouvre des chemins nouveaux, qui s'émerveille des perspectives nouvelles qu'elle peut découvrir. Alors, c'est quelque chose qu'on lui a reproché, souvent. Le sentiment que tout d'un coup, on ne suit plus, on le suit difficilement. Parce que, c'est pas qu'il ouvre une parenthèse, mais voilà, qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça maintenant? Et donc, évidemment, ça demande une réflexion de la part du lecteur pour raccrocher les wagons. Pour employer une autre image, le philosophe universitaire défend son précaré. Certes, il explore à fond, il peut y trouver des choses intéressantes, et Michel Serres n'a jamais méprisé des travaux universitaires, voilà, il a dit qu'il y en avait qui étaient de qualité. Il y en avait qui étaient de qualité, pas toutes, mais il y en avait qui étaient de qualité. Mais qui ne voit qu'il est prisonnier d'une certaine conception de l'espace, pour dire vite une conception géométrique, qu'il se heurte aux limites même de ce champ, qu'il en interdit l'entrée aux étrangers et s'interdit à lui-même d'en sortir. Il faut une autre conception de l'espace, des espaces, pour y circuler librement. Donc, liberté de penser, de créer, d'innover, d'anticiper. Comment passer d'un lieu à un autre? Comment construire ces passerelles
qui permettront le passage vers d'autres sites, qui permettront aussi la communication, les rencontres, les échanges, les mélanges, le métissage. C'est à cela que Michel Serres s'est employé depuis le début, avec tous les risques que cela entraînait dans le contexte dont j'ai parlé. On a souvent reproché à Michel Serres aussi d'être un optimiste naïf qui s'oppose à tous les vieux gronchons qui regrettent le passé. Bon. Outre que ce reproche d'optimisme, de pessimisme et le degré zéro de la compréhension d'une œuvre, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des passages de Bourdieu là-dessus qui sont tout à fait marrants. Il faut n'avoir pas lu Serres pour croire qu'il ignore les dangers que fait courir à l'humanité l'illusoire maîtrise qui est la sienne sur la nature. Bon, petite poussette, d'accord, elle peut entrer en communication avec le monde entier, mais Michel sait très très bien qu'elle regarde davantage des séries débiles sur son téléphone que de s'instruire sur les derniers progrès de l'astrophysique. Mais c'est pas l'appareil qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la non-formation des gens à l'utilisation de ce nouvel appareil. N'est-ce pas ? Bon, ce nouvel appareil, enfin l'informatique d'une façon générale, représente pour Michel Serres la troisième grande étape dans l'évolution de l'humanité. La première étape, c'était le passage de l'oralité à l'écriture, et Dieu sait que ça a pris du temps, Dieu sait que ça n'a pas été facile, il faut regarder Platon et Socrate. Après, ça a été quoi ? Ça a été le passage de l'écrit à l'imprimé, et ça a été la Réforme, ça a été la Renaissance, enfin, tout aussi des années et des années avant que les choses puissent se mettre en place. Et nous en sommes à un troisième moment où le support de l'information, le support des messages change complètement, et à ça aussi, eh bien, il nous faut nous préparer, il faut être instruit de ça, et malheureusement c'est pas toujours le cas. Bon, alors il y a des pages de Michel Serres extrêmement politiques au bon sens du terme, où il pose la question des banques de données. À qui appartiennent les banques de données? Qu'est-ce que ça signifie? Quel danger ça représente pour la démocratie et pour l'ensemble des humains? C'est tout à l'opposé d'un optimisme béat, comme on voudrait nous le faire croire. Alors, il sait bien, Michel Serres, qu'il faudra maîtriser cette maîtrise illusoire que l'homme a cru avoir sur la nature. Alors, il est un des premiers, avec le contrat naturel, à en avoir appelé à un nouveau rapport entre l'homme et la nature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit le premier, le seul, l'unique à avoir avancé ces théories. Il y en a d'autres, mais en tout cas, son rôle a été central à ce moment-là, et je dois dire assez peu reconnu, alors que des gens qui sont venus après et qui ont repris les mêmes idées apparaissent comme les maîtres même de la pensée écologique. Bon, ça c'est un autre problème. Donc il est l'un des premiers, avec le contrat naturel, à en avoir appelé un nouveau rapport entre l'homme et la nature. Un des premiers, avec le parasite, à avoir dénoncé le phénomène qui condamne à mort le vivant, victime de ce parasitisme qui vit à ses dépens, et cela s'entend aussi bien dans le domaine de la botanique, dans le monde animal et dans le monde humain, et avoir dit qu'il n'y avait de salut qu'à remplacer le parasitisme par la symbiose, qui est le modèle idéal du vivre ensemble. Il est aussi le premier à avoir dénoncé la guerre que les hommes mènent contre la nature. Donc voilà, oui, un théoricien de l'écologie, un des premiers et des plus lucides sur les difficultés qu'il y a à arracher à une vision politique citadine
qu'il y a à s'arracher à une vision politique citadine qui ignore tout du monde paysan. C'est vrai que quelquefois, vis-à-vis des écologistes, il dit allez donc voir comment ça pousse à un brin d'herbe, et peut-être après vous pourrez parler d'une manière un petit peu plus efficace que vous ne le faites. Voilà. Alors passons et revenons à notre passeur. Nouveau rapport à l'espace, j'ai dit, mais aussi nouveau rapport au temps, nouvelle conception du temps qui passe. Pour nos contemporains, le passé est nécessairement dépassé. La vision du temps qui domine est celle d'un déroulement inexorable de l'origine à la fin, et puis avec cette domination j'allais dire presque totalitaire, du présentisme. Hein, ne compte que ce qui est présent, ne compte que la dernière information qui fait le buzz, sans savoir ce qu'il a préparé, sans savoir dans quelle logique, où illogique, elle s'inscrit. Serre s'oppose à ce simplisme. Pour lui, le temps est pluriel, complexe, feuilleté, selon une image qui revient très souvent sous sa plume. Il y a des temporalités qui ont des rythmes différents. Il y a des temporalités, et ces temporalités ont des rythmes différents. Il est impossible, dès lors, d'opérer entre le temps de la nature, le temps de l'histoire, le temps des sciences, le temps du devenir des sociétés, une coupe perpendiculaire qui permet d'amener au jour des correspondances, des homologies structurelles, comme ce qu'on nous apprenait à propos, par exemple, de la philosophie de Hegel, parce que c'est ça, Hegel, vous enfoncez, quelque chose dans le cours du temps, vous enlevez, vous avez comme des carottages, des carottes qui se correspondent les unes aux autres, qui expliquent exactement le même même moment de développement de l'esprit à quelque niveau que ce soit. Mais là, c'est pas là où on en est avec Serre. Il y a des éléments passés qui demeurent, il y a des couches profondes qui n'avancent pas du tout au même rythme que les touches superficielles, et qui souvent sont les seuls à retenir notre attention. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le présentisme. Et enfin, il y a un sens du mot passé que je ne peux pas laisser de côté, d'autant que Michel Serres est agenais, comme je l'ai dit, et que sa passion pour le rugby ne s'est jamais démentie. Le passeur, c'est celui qui fait une passe, qui ne garde pas le ballon pour lui, et qui est dans une question que lui pose Bonnot-Latour dans Éclaircissement, sur l'importance qu'il accorde aux relations. Il dit, les configurations ou les places fixes importent tant que les joueurs ne bougent pas, juste avant la rencontre ou avant les figures canoniques qu'elle prend de temps en temps, mêlées ou touches. Elles se mettent à fluctuer dès lors que le jeu commence et que se dessinent les façons multiples et fluctuantes de passer la balle. Le ballon joue et les équipes se placent par rapport à lui, non l'inverse. La balle est le vrai sujet du jeu, elle fonctionne comme un traceur de relations dans le collectif fluctuant autour d'elle. Cette description du jeu de rugby et l'usage qu'il en fait lui pour sa propre pensée, je le trouve tout à fait extraordinaire. Bon, c'est cela que l'enseignement de Michel Serres, c'est en cela que consiste l'enseignement de Michel Serres. Non pas transmettre, comme on le croit souvent, un savoir constitué, mais permettre à ceux qui veulent bien jouer avec lui de faire vivre le jeu qu'il a institué. C'est dans ce sens, vous le voyez bien, que je parle de lui comme d'un maître passeur qui ne nous incite pas à mettre nos pas dans les traces des siens, surtout pas, n'est-ce pas ? Je crois que quelqu'un qui se dirait sériste ou sérien, ça n'intéresse pas. Enfin, voilà. Il a aimé la diversité des gens qu'il a rencontrés. Voilà, Dieu sait qu'il en a rencontré. Il a aimé cette diversité. C'est donc une pensée qui nous invite à avancer pour notre propre compte, à saut et à gambade, comme dit
Montaigne que Michel Serres aimait tant. Donc évidemment, comme vous êtes très perspicace, vous allez me dire que tout ça est bien beau, mais que la difficulté paraît toujours être celle du premier pas à accomplir. Comment est-ce qu'on commence? Comment ça se fait? Déjà, le vieux Kant a apporté à cette question une réponse qui me paraît toujours valable. Il faut oser savoir. Il faut oser se lancer tout seul. Il faut ne pas avoir peur du risque. Pas avoir la peur du risque de se casser la gueule. Si l'on a eu le courage de se débarrasser de tous ceux qui veulent nous faire marcher à leur propre rythme et dans leur propre direction. Voilà, la réponse de Serres est un peu différente. Elle joue sur l'intuition. Alors là, je pourrais parler pendant des heures là-dessus parce que c'est vraiment fondamental chez lui. Donc l'intuition, c'est une vision immédiate. C'est cette lumière éblouissante, cette expérience fondatrice. La philosophie de Bergson n'est pas très loin. Tout un champ sémantique est ici convoqué par Michel Serres pour évoquer, dans pratiquement tous ses livres, la fulgurance de la pensée, le foudroiement du penseur par ce court-circuit de l'intuition. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle permet de prendre conscience de ce qui est à l'origine de l'idée. C'est un saisissement d'esprit qui à la fois court-circuite les étapes et les institutions. Et ça veut dire que ça les prend de court, qu'ils ne savent pas quoi répondre, ou qu'ils n'ont d'autre réaction que de tenter de dévaloriser, de condamner, d'exclure celui qui ne joue pas selon les mêmes règles qu'eux. Ils demandent de délabyrinther, de ramener à ce qu'ils connaissent et pratiquent, si seulement cela est possible. Comment en êtes-vous arrivé là? Demande-t-il à Serres. Eh bien, je dois dire qu'il a commencé très tôt. Je pense qu'il a eu très très tôt des intuitions véritablement fortes et qui ont été fondatrices pour lui, que ces intuitions l'ont accompagné toute sa vie de leur lumière. C'est ça, hein, on est dans le domaine de la lumière. Et il y a un passage absolument superbe que je vais retrouver si je ne me paume pas dans mes notes. C'est sa découverte des mathématiques. Alors, page 2, j'ai mis. Voilà. La première intuition, donc, pour lui, est d'ordre mathématique. Il la rapporte dans un livre d'entretien qui s'appelle Pantopie. Il est à la veille d'entrer au collège. Il a 9 ans. Ah, il entre au collège à 9 ans. Non, ça c'est pas parce qu'il était génial, mais pas simplement il n'y avait pas assez de profs et que donc on avait rassemblé les primaires avec les premières classes de collège. Il a 9 ans et il se retrouve avec des élèves de 4e. Je me souviens, écrit-il, en particulier, d'avoir assisté à un cours qui m'a illuminé. En maths, le professeur, qui était forcément un vieux, 40 ans peut-être, puisqu'il n'avait pas été mobilisé, a tracé un X sur le tableau. Moi, j'avais l'habitude de compter 1, 2, 3, et je le vois qui compte avec des lettres. Et qui plus est, avec un alphabet à l'envers. Il mettait X, Y, Z. Je trouvais cela tout de même étrange de compter avec des lettres. Alors je lève le doigt et je lui demande « Vous comptez avec des lettres ?»« Oui, me répondit-il avec un sourire. « Mais qu'est-ce que ça veut dire X ?»« X, c'est l'inconnu. » Réponse de Michel Serres, du gamin qu'il est, ça ne m'étonne pas, mais qu'est-ce que c'est l'inconnu ? C'est une lettre qui a toutes les valeurs. Et je crois, continue-t-il, que ce jour-là, à cette minute-là, j'ai reçu la foudre sur la tête. Je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir un langage formel qui n'a pas de sens, qui n'a pas un sens unique, mais qui avait tous les sens. Et je suis entré, dit-il à ce moment-là, je suis entré dans les mathématiques. Je trouve cette anecdote tout à fait révélatrice. Mais il y en a d'autres. Alors, on se rend compte de ça grâce à la publication qui a été faite
des cahiers de formation que Michel a tenus de 1960 à 1976, si mes souvenirs sont exacts, qui est un bouquin fabuleux, d'un usage extrêmement compliqué, mais qui montre que dans cette période, qui est une période de formation encore, toutes les intuitions qui vont nourrir son œuvre sont là, présentes. Voilà. Et voilà. Je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, c'est pas... si vous ne connaissez pas vraiment bien Michel Serres, je ne vous conseille pas de mettre votre nez là-dedans, parce que c'est d'un maniement vraiment trapu. Il faut En revanche, ce que je vous conseille, c'est de lire les chroniques de France Info, qui ont aussi été toutes rassemblées, et où on voit l'acuité des jugements de Michel Serres, et justement cette qualité qu'il a de faire le pas de côté pour ne pas répondre à la question naïve de l'intervieweur, qui est génial. Il a tout le temps des questions qui sont d'une grande simplicité, on va dire. Hein, une grande simplicité. Et il est persuadé que Michel Serres va aller dans cette direction-là. Et pas du tout. Michel Serres par ailleurs. Et c'est vraiment des textes qui sont tout à fait géniaux. Je raconte, et je crois que je vais m'arrêter là. Eh bien oui, parce que quand même, je cause comme ça, mais ça va faire 1 heure, et ça commence à être long. Que le dernier livre que Michel a écrit, qui s'appelle Relire le relier, est aussi, donc c'est un livre sur la religion, est aussi un de ces livres dont il a eu l'intuition très, très tôt. Voilà, donc c'est l'intuition, alors que moi je n'hésite pas à appeler une intuition mystique, une intuition mystique de ce que c'est que l'amour, avec un A majuscule. Et ce livre est magnifique, mais c'est vrai qu'on en retrouve, bon, je relisais encore dans Statut, là, avant de venir ici, il y a déjà tous les jeux sur l'étymologie de religion, qui est à la fois relire et relier, etc. Donc voilà, je pense, et ce sera mon dernier mot, que si ça a un sens, d'employer ce mot, parce que c'est encore une simplification, j'allais dire, de la philosophie universitaire, que je dirais que Michel Serres est un grand penseur spiritualiste, mais ça ne l'empêche pas non plus d'être un grand penseur matérialiste. Donc voilà, il faut essayer de retrouver, d'aller au-delà de ces oppositions vers cette synthèse qu'il attendait, qu'il espérait, qu'il essayait de réaliser, et où il voyait la seule chance de survie de l'humanité, et qui est tout simplement l'amour. Je vous remercie de votre attention, vous avez été très sage.